J'ai trouvé mon fils à moitié conscient dans un fossé au bord de la route, ses vêtements déchirés, son visage enflé et ses lèvres fendues. Ce n'était pas un accident. Avec le peu de force qui lui restait, il a murmuré « Papa, c'est le père de Mélanie ». Il a dit « Notre sang est trop commun pour la réussite ». La rage qui a rempli ma poitrine était différente de tout ce que j'avais ressenti depuis la mort de ma femme. Renaud Blanchard avait attaqué la fierté de mon fils et mis sa vie en danger. Il avait fait du mal à mon fils. Maintenant, j'allais détruire son monde. Avez-vous déjà fait face à une personne puissante qui pensait pouvoir vous écraser à cause de vos origines? Commentez ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez. J'adorerais entendre vos propres histoires sur la défense de ce qui est juste. L'appel téléphonique est arrivé à 7h30 du matin, juste au moment où je me versais ma première tasse de café. La voix d'un inconnu m'a dit qu'ils avaient trouvé un jeune homme blessé sur la Nationale 20. Et quand ils ont prononcé le nom d'Adrien, ma tasse de café m'a glissé des mains et s'est brisée sur le sol de la cuisine. J'ai conduit plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie, mon cœur martelant contre mes côtes à chaque kilomètre. Valmont avait toujours été une ville paisible où les voisins se connaissaient par leur nom. Et le plus grand souci était de savoir si l'équipe de football locale se qualifierait pour la Coupe de France. Les matins d'octobre comme celui-ci apportaient généralement l'odeur des feuilles brûlées et le son des répétitions de la fanfare du lycée. Au lieu de cela, je berçais mon fils inconscient sur le bord d'une route de campagne, les mains tremblantes en composant le 18. À l'hôpital de Valmont, je faisais les 100 pas dans les couloirs stériles comme un animal en cage. Adrien avait toujours été spécial, même quand il était petit garçon. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, il était dans notre garage à démonter de vieilles radios et à les remonter mieux qu'avant. Sa mère, que Dieu ait son âme, disait qu'il avait de la magie dans les doigts. Elle était partie depuis 10 ans maintenant, mais je pouvais encore entendre sa voix dire « Ce garçon va créer quelque chose de merveilleux un jour, Laurent ». Quand Adrien a finalement ouvert les yeux, la douleur que j'y ai vue n'était pas seulement physique. Elle m'a transpercé le cœur. « Papa ». Sa voix était à peine un murmure, rauque et tendu. « Je suis là, mon fils. Tu es en sécurité maintenant. » Je lui ai serré doucement la main. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Adrien a lutté pour s'asseoir, grimaçant à chaque mouvement. C'était Renaud Blanchard, papa, le père de Mélanie. Le nom est sorti comme un poison. Il voulait que je lui donne mon travail, tout ce que je développe depuis 2 ans. J'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. Renaud Blanchard était la version de la royauté de Valmont, possédait la moitié du quartier commerçant, siégeait à tous les conseils importants et avait plus d'argent que de raison. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était capable de ce genre de violence. Que voulait-il exactement, Adrien? Mon fils a détourné le regard, la mâchoire crispée. Quelque chose de précieux, papa. Quelque chose qui pourrait tout changer. Mais quand j'ai refusé de le lui donner, il a fait un geste faible vers son visage tuméfié. Ses hommes ont été très clairs. La rage qui montait dans ma poitrine était différente de tout ce que j'avais ressenti depuis les funérailles de Sophie. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires ou d'argent. Il s'agissait d'un homme puissant qui pensait pouvoir écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Il a dit autre chose, papa. La voix d'Adrien est devenue encore plus basse. Il a dit que les pauvres ne méritent pas de posséder des choses de valeur, que les gens comme nous devraient connaître leur place et être reconnaissants pour les miettes que les riches décident de nous jeter. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement du travail d'Adrien ou de la cupidité de Renaud. Il s'agissait de dignité, de respect et du droit de chaque Français de poursuivre ses rêves, quel que soit son compte en banque. Adrien m'a attrapé le bras avec une force surprenante. « Papa, je crois qu'on est en plus grand danger qu'on ne le pense. » Le trajet de retour à la maison a semblé plus long que d'habitude, l'avertissement d'Adrien résonnant dans mon esprit. Une fois que nous fûmes à l'intérieur de notre maison de la rue Franklin, je l'ai aidé à s'installer dans son fauteuil inclinable préféré et j'ai rapproché la vieille chaise en bois de Sophie. « Maintenant, dis-je, j'ai besoin que tu me dises exactement ce que Renaud voulait. Si nous sommes en danger, j'ai besoin de comprendre à quoi nous avons affaire. » Les yeux d'Adrien se sont éclairés quand il a commencé à parler de son travail. « Papa, tu te souviens quand j'avais 12 ans et que j'ai refait l'électricité du garage pour que maman puisse utiliser sa machine à coudre pendant que tu utilisais des outils électriques? » J'ai souri malgré tout. Ta mère était si fière. Elle disait que tu avais résolu un problème qui nous rendait fous. Elle m'a dit ce soir-là, Adrien,
tu ne te contentes pas de réparer les choses. Tu les améliores. Un jour, tu changeras le monde. Sa voix est devenue plus forte. Je pense à ces mots tous les jours, papa. Je sentais la présence de Sophie comme si elle hochait la tête en signe d'approbation. Ce sur quoi je travaille est un système de stockage d'énergie renouvelable, a dit Adrien, se penchant en avant malgré ses blessures. Comme une batterie super efficace qui peut stocker l'énergie solaire et éolienne pendant des mois au lieu de quelques heures. Elle pourrait alimenter des quartiers entiers pendant les pannes de courant, rendre l'énergie propre fiable toute l'année. La passion dans sa voix me rappelait Sophie, mais je pouvais voir la peur sous son excitation. Comment Renaud l'a-t-il découvert? Mélanie l'a mentionné lors d'un dîner de famille. Elle pensait qu'il pourrait investir, aider avec les brevets et le financement. Adrien secoua la tête avec amertume. Au lieu de cela, il a vu des signes d'euros et a tout voulu. Qu'est-ce qu'il a offert? 50 000 € pour tout. Mes recherches, mes prototypes, mes brevets. Il a appelé ça une compensation généreuse pour un projet de loisir. Les mains d'Adrien se sont crispées. Papa, cela pourrait valoir des centaines de millions. Ça pourrait révolutionner la façon dont la France s'alimente en énergie. Il voulait l'acheter pour le prix d'une voiture. Cette colère protectrice a déferlé en moi. Et quand tu as refusé, il a eu ce sourire froid et a dit que j'étais stupide, que les gens comme nous devraient être reconnaissants quand nos supérieurs nous offrent des opportunités. La voix d'Adrien s'est durcie. Il a menacé de défis juridiques coûteux, de litiges de brevets qui pourraient durer des années et ruiner des familles comme la nôtre. La cruauté calculée m'a coupé le souffle. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'écraser les rêves, de maintenir les gens comme nous à leur place. Quand j'ai encore refusé, il a envoyé ses hommes. Adrien a croisé mon regard avec une détermination que je reconnaissais chez sa mère. Cette technologie pourrait tout changer, papa. C'est pourquoi il la veut si désespérément. Mais je ne la lui donnerai jamais, peu importe ce qu'il nous fait. J'ai à peine dormi cette nuit-là, fixant le plafond et pensant aux paroles d'Adrien. À l'aube, je savais que nous ne pouvions pas affronter cela seuls. Renaud Blanchard avait de l'argent, des relations et apparemment aucune limite morale. Nous avions besoin de quelqu'un ayant l'expérience des gens dangereux. C'est alors que j'ai pensé à Grégoire. Mon frère aîné avait passé 30 ans comme détective de gendarmerie à Lyon avant de prendre sa retraite dans sa ferme près de Valmont. Si quelqu'un pouvait nous aider à nous sortir de ce pétrin, c'était bien lui. Je l'ai appelé à 6 heures du matin. Laurent. La voix rauque de Grégoire est parvenue au téléphone, instantanément alerte malgré l'heure matinale. Tout va bien? J'ai besoin de ton aide, Grégoire. Adrien a de gros problèmes, et je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. J'arrive tout de suite. Fidèle à sa parole, Grégoire est arrivé dans l'heure, son pick-up usé s'arrêtant dans notre allée juste au moment où je commençais ma deuxième cafetière. À 70 ans, il se déplaçait encore avec la démarche déterminée d'un homme qui avait passé des décennies à faire face au pire de ce que l'humanité avait à offrir. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, la même où notre père avait l'habitude d'étaler ses plans de menuiserie et de nous apprendre que les vrais hommes protègent leur famille avec leur cerveau, pas seulement avec leurs poings. Raconte-moi tout, a dit Grégoire en sortant un petit carnet qui faisait autant partie de lui que ses mains calleuses. J'ai exposé toute l'histoire. L'invention d'Adrien, l'offre de Renaud, les coups, les menaces. Grégoire a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes, ses instincts de flic pleinement engagés. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise et m'a étudié avec ses yeux bleus perçants qui avaient interrogé d'innombrables suspects. Ce n'est pas juste un homme d'affaires, Laurent. C'est un prédateur. La voix de Grégoire portait le poids de l'expérience. Les hommes comme Renaud n'arrivent pas là où ils sont en jouant franc jeu. Ils y arrivent en éliminant quiconque menace leur empire. Adrien, qui avait écouté tranquillement depuis le salon, est entré en boitillant dans la cuisine. « Que veux-tu dire, oncle Grégoire ?» Grégoire a ouvert son ordinateur portable, une surprise pour un homme de son âge, et a commencé à taper. « J'ai encore des contacts dans les forces de l'ordre. Laissez-moi faire quelques recherches sur votre monsieur Blanchard. » Pendant l'heure qui a suivi, nous avons regardé Grégoire travailler son réseau. Des appels téléphoniques à d'anciens collègues, des recherches dans les archives publiques, le croisement de transactions commerciales avec des incidents suspects. Le tableau qui s'est dessiné m'a glacé le sang. Regardez ce schéma, a dit Grégoire en tournant l'écran vers nous. Au cours des 15 dernières années,
au moins 6 propriétaires de petites entreprises de la région ont eu des accidents ou des problèmes de santé peu après avoir refusé de vendre leur propriété à Blanchard Développement. Il a cliqué sur des articles de journaux. Il y avait un propriétaire de restaurant qui est mort dans un accident de voiture 2 semaines après avoir rejeté l'offre de rachat de Blanchard. Un fermier qui a subi une mystérieuse crise cardiaque à 45 ans, juste après que sa famille a refusé de vendre leurs terres. Un fondateur de start-up technologique qui a complètement disparu, ne laissant derrière lui qu'une note sur des pressions familiales. Cet homme ne se contente pas de voler des entreprises, a dit Grégoire d'un air sombre. Il élimine les obstacles. Et en ce moment, Adrien, tu es son plus grand obstacle. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge murale de Sophie. J'avais l'impression de voir Renaud Blanchard clairement pour la première fois. Pas seulement comme un homme d'affaires avide, mais comme quelque chose de bien plus dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé. Grégoire a fermé l'ordinateur portable et nous a regardés tous les deux. Nous avons besoin de preuves concrètes de ces crimes, et nous avons besoin de quelqu'un qui connaît ces opérations de l'intérieur. Quelqu'un d'assez proche pour. Le téléphone a sonné, coupant la tension comme un couteau. Nous nous sommes tous figés en le regardant. C'est peut-être notre réponse, a dit Grégoire doucement. La voix à l'autre bout du fil était douce, tremblante et indubitablement celle de Mélanie. Monsieur Laurent, c'est Mélanie Blanchard. J'ai besoin de vous parler seul. C'est à propos d'Adrien et de ce que mon père lui a fait. Grégoire a haussé un sourcil, mais je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit de détective. C'était exactement le contact interne dont nous avions besoin. Où aimeriez-vous nous rencontrer ? Ai-je demandé. Au parc du Vieux-Pont, près du Vieux-Pont de Pierre, dans 2 heures. S'il vous plaît, monsieur Laurent. Je ne peux pas vivre avec moi-même en sachant ce qu'il a fait. La ligne est devenue silencieuse, nous laissant tous les trois nous regarder à travers la table de la cuisine. Ça pourrait être un piège, a prévenu Grégoire, mais son ton suggérait qu'il ne le croyait pas vraiment. Non, a dit Adrien fermement. Mélanie n'est pas comme son père. C'est une bonne personne, papa. Si elle nous contacte, c'est parce qu'elle veut t'aider. 2 heures plus tard, je me suis retrouvé à marcher dans le parc du Vieux-Pont, où Sophie et moi avions l'habitude d'emmener Adrien nourrir les canards quand il était petit. L'après-midi d'octobre était frais, avec des feuilles dorées qui craquaient sous mes pieds alors que je me dirigeais vers le pont de pierre qui se dressait là depuis les années 1930. Mélanie attendait déjà, assise sur l'un des bancs de pierre usés par le temps. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte fragile dans son caban bleu marine, ses cheveux blonds habituellement parfaits ramenés en une simple queue de cheval. Quand elle m'a vu approcher, elle s'est levée rapidement, les mains jointes devant elle. Monsieur Laurent, merci d'être venu. Sa voix était stable, mais je pouvais voir la culpabilité et l'angoisse dans ses yeux. Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de ce que mon père prévoyait. Quand Adrien est rentré à la maison battu comme ça, elle a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Je n'ai jamais eu aussi honte d'être une Blanchard. Je me suis assis sur le banc, lui faisant signe de me rejoindre. Dites-moi ce que vous savez, Mélanie. Elle s'est assise, laissant un espace entre nous comme si elle ne méritait pas d'être trop près de quelqu'un dont la famille avait été blessée par son père. En grandissant, je me suis toujours posé des questions sur les affaires de mon père, a-t-elle commencé. Des concurrents décidaient soudainement de vendre leurs entreprises pour bien moins que leur valeur. Les gens qui s'opposaient à ces projets de développement avaient des problèmes financiers ou de santé soudains. Sa voix est devenue plus calme. Je me disais que ce n'était qu'une coïncidence, que les hommes d'affaires qui réussissent ont toujours des ennemis qui répandent des rumeurs. Un jogger est passé et Mélanie a attendu qu'il soit hors de portée de voix avant de continuer. Mais après ce qui est arrivé à Adrien, j'ai commencé à prêter plus d'attention, à vraiment écouter ses appels téléphoniques, à observer ses réunions. Elle s'est tournée pour me faire face directement. Monsieur Laurent, mon père n'est pas seulement un homme d'affaires. Il détruit systématiquement tous ceux qui se mettent en travers de son chemin depuis des années. La douleur dans sa voix était sincère, et je me suis surpris à croire chaque mot. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé doucement. Parce que j'aime Adrien, a-t-elle dit simplement. Et parce que je ne peux pas rester sans rien faire et regarder mon père blesser d'autres personnes innocentes. J'ai été complice par mon silence pendant trop longtemps. Elle a sorti une petite clé de son sac à main. C'est pour le bureau privé de mon père à la maison. Il y conserve des dossiers.
Des registres de paiement à certaines personnes, des photos, des documents qui prouvent ce qu'il a fait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était peut-être la preuve dont Grégoire disait que nous avions besoin. Mélanie, si votre père découvre que vous nous avez aidés. Je connais les risques, m'a-t-elle interrompu. Mais je sais aussi où il conserve des dossiers qui pourraient tout révéler. Des transactions financières, de la correspondance avec ses associés, des preuves de choses qui le mettraient en prison à vie. Elle s'est levée, lissant son manteau. Nous devons agir dans les prochains jours, avant qu'il ne fasse son prochain coup. Je l'ai entendu au téléphone ce matin. Il n'en a pas fini avec votre famille, monsieur Laurent. Le plan était simple, mais dangereux. Mélanie accéderait au bureau de son père pendant sa réunion du jeudi soir, tandis que Grégoire et moi surveillerions depuis mon camion en bas de la rue. Le murmure de Mélanie est parvenu à travers la petite oreillette. Vous m'entendez? Parfaitement, a répondu Grégoire. Tu as peut-être 2 heures. Prends ce que tu peux et sors. Le manoir des Blanchards se dressait contre le ciel nocturne comme une forteresse gothique. À travers des jumelles, nous avons regardé Mélanie naviguer dans les couloirs sombres en utilisant la lampe de poche de son téléphone. Je suis à son bureau, a-t-elle chuchoté, en utilisant la clé maintenant. Mes mains étaient moites. Si Renaud la surprenait. Je suis dedans. Oh mon Dieu, il y a tellement de dossiers. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons écouté Mélanie parcourir les dossiers de son père. Le tableau qu'elle a peint m'a retourné l'estomac. Il y a un classeur intitulé « Acquisition », mais ce ne sont pas des transactions commerciales normales. Des photos de familles expulsées, des paiements à quelqu'un appelé le nettoyeur. Des dossiers médicaux qui n'ont aucun sens. Grégoire et moi avons échangé des regards sombres. Les familles disparues, les accidents commodes, tout était documenté comme un grand livre de comptes tordu. Je copie tout sur une clé USB, je prends des photos en guise de sauvegarde. Des paiements remontant à 15 ans, des noms que je reconnais. Les Henderson, les Kowalski. Je me souvenais des 2 familles. Les Henderson étaient censés avoir déménagé en Floride après avoir vendu leur ferme à bas prix. Les Kowalski avaient fermé leur restaurant après la maladie soudaine de Madame Kowalski. Maintenant, je comprenais ce qui s'était réellement passé. Mélanie, combien de temps encore? A demandé Grégoire avec urgence. Presque terminé. Je suis dans son bureau. Attends. Sa voix a changé, tendue par la peur. Il y a un dossier intitulé « Projet futur ». Il y a le nom d'Adrien dessus. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il dit? Situation Laurent l'écrit en haut avec des photos de notre maison, votre emploi du temps, la routine quotidienne d'Adrien. Il ne s'agit plus seulement de l'invention. Il a prévu quelque chose de plus grand. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu un moteur de voiture se rapprocher. Mélanie, a dit Grégoire sèchement. Quelqu'un arrive. C'est impossible. La réunion de papa ne se termine jamais avant minuit. La portière de la voiture a claqué. À travers les jumelles, nous avons vu des phares balayer l'allée. La Mercedes de Renaud était rentrée plus tôt. Papa est rentré plus tôt. La voix de Mélanie était tendue par la panique. Je dois sortir maintenant. Peux-tu regagner ta chambre? A demandé Grégoire. Je ne sais pas. Il vérifie toujours son bureau en premier quand il rentre à la maison. S'il me trouve ici. La porte d'entrée s'est ouverte. La silhouette de Renaud est apparue, se dirigeant déjà vers l'aile de son bureau. Mélanie, bouge maintenant, ai-je chuchoté avec urgence. Quoi qu'il en coûte. Sors de là. Le téléphone a sonné à l'aube, me réveillant en sursaut après une nuit agitée à m'inquiéter pour Mélanie. Le numéro de l'appelant était inconnu, mais quelque chose au fond de moi m'a dit de répondre. Monsieur Laurent. La voix était rauque, nerveuse. Je m'appelle Frédéric Pierre. Je travaillais pour Renaud Blanchard. Nous devons parler. Je me suis redressé dans mon lit, instantanément alerte. À propos de quoi? À propos de votre fils, de ce que Blanchard prévoit de faire à votre famille. Je ne peux plus vivre avec ça. 2 heures plus tard, Grégoire et moi marchions dans la brume matinale vers l'église Sainte-Marie, à la périphérie de Valmont. Le vieil édifice en pierre se dressait là depuis les années 1800, un endroit où des générations de familles avaient cherché refuge et pardon. Nous avons trouvé 2 hommes qui attendaient sur le dernier banc, l'un plus âgé, peut-être 55 ans,
avec des mains burinées et des yeux hantés. Le plus jeune, probablement dans la trentaine, ne cessait de jeter des regards nerveux vers les portes. « Je suis Frédéric », a dit l'homme le plus âgé en se levant à notre approche. « C'est mon frère, Julien. Nous avons tous les deux travaillé pour Blanchard, bien qu'à des titres différents. » L'instinct de détective de Grégoire était en état d'alerte maximale. Quel genre de travail? Les épaules de Frédéric se sont affaissées. J'étais ce qu'on pourrait appeler un résolveur de problèmes. Pendant 8 ans, chaque fois que quelqu'un se mettait en travers du chemin de Blanchard, je m'assurais qu'il reconsidérait sa position. Le poids de sa confession s'est abattu sur nous comme une lourde couverture. Cet homme avait fait partie de la machine qui détruisait les familles. « Pourquoi vous manifestez-vous maintenant » ai-je demandé. « Parce que j'ai une fille », a dit Frédéric doucement. « Elle a à peu près l'âge de votre fils, elle vit à Paris. » Quand j'ai entendu ce que Blanchard a ordonné de faire à Adrien, j'ai vu son visage à la place du sien. Il a eu du mal à contenir son émotion. Je ne peux plus faire partie de ça. Julien a parlé pour la première fois, la voix tremblante. Je travaillais dans les communications, je surveillais les appels, j'enregistrais les conversations à des fins d'assurance. J'ai des enregistrements de tout. Il a sorti un petit appareil numérique, les mains tremblant légèrement. Des appels téléphoniques ou M. Blanchard discute de l'élimination des concurrents, de la dissimulation d'accidents qui n'en étaient pas vraiment, du paiement de personnes pour disparaître. Grégoire s'est penché en avant. De quand datent ces enregistrements? D'hier, a répondu Julien. Après la visite de votre belle-fille à son bureau hier soir, il a passé plusieurs appels. Il sait que quelqu'un était là-dedans. Mon sang s'est glacé. Mélanie est-elle en sécurité? Pour l'instant, a dit Frédéric, mais pas pour longtemps. Blanchard soupçonne une trahison familiale, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais toléré. Julien a activé l'appareil, et soudain la voix froide de Renaud a rempli l'espace sacré. Le problème Laurent a dépassé la simple intimidation. Nous avons besoin d'une résolution permanente, quelque chose qui semble complètement naturel. Je veux que toute la famille soit traitée. Le père, le fils et ma fille traîtresse si nécessaire. L'enregistrement s'est poursuivi avec des détails glaçants sur le calendrier, les méthodes et les procédures de nettoyage. C'était comme écouter quelqu'un planifier une opération militaire, sauf que la cible était ma famille. Quand cela a-t-il été enregistré? A demandé Grégoire, sa formation de policier le gardant concentré malgré l'horreur. Hier soir vers 23h30, a répondu Julien. Juste après avoir découvert que son bureau avait été visité. Frédéric a croisé mon regard. Il y a plus. Il a programmé ce qu'il appelle la solution finale pour demain soir. Il fait venir des spécialistes de l'extérieur. Des gens sans attache locale qui peuvent faire passer ça pour un accident tragique. L'église semblait devenir plus froide autour de nous. Demain soir. Moins de 24 heures. Il prévoit d'agir demain soir. Frédéric a continué, nous avons moins de 24 heures avant qu'il ne s'en prenne à votre famille. À 16h cet après-midi-là, nous avions transformé l'église Sainte-Marie en un piège soigneusement orchestré. Les anciens contacts de Grégoire dans la police nous avaient fourni du matériel d'enregistrement professionnel, caché dans tout le sanctuaire comme des anges électroniques veillant sur notre pari désespéré. C'est notre seule chance, a dit Grégoire en ajustant un minuscule microphone derrière la croix de l'autel. Si Renaud soupçonne quelque chose, il disparaîtra et nous n'aurons jamais une autre chance. Adrien était assis sur le premier banc, ses ecchymoses encore visibles, mais ses yeux brûlants de détermination. Je devrais être l'appât, a-t-il dit pour la 3e fois. C'est mon invention qu'il veut. Non, ai-je répondu fermement, me souvenant des paroles de mon père sur la protection de la famille avec sagesse, pas seulement avec courage. Julien sait comment lui parler. Toi et moi écouterons depuis la sacristie, prêts à sortir une fois que nous aurons tout sur bande. Le plan était élégant dans sa simplicité. Julien appellerait Renaud, prétendant que la situation des Laurent était sous contrôle et attendant les instructions finales. L'acoustique de l'église garantirait que chaque mot soit capturé clairement. À 17h30, Julien a passé l'appel. Monsieur Blanchard, c'est Julien. Tout est en place. La famille est contenue et attend votre décision sur la façon de procéder. Grâce à notre oreillette cachée, nous pouvions entendre la froide satisfaction de Renaud. Excellent. Je serai là dans 20 minutes. Cela doit être géré correctement.
Pas de fin qui traîne, pas de traces qui remontent à moi. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers les vitraux, nous avons pris nos positions. Grégoire s'est accroupi derrière l'orgue. Adrien et moi nous sommes cachés dans la petite sacristie, et Julien se tenait près de l'autel, l'air convenablement nerveux pour quelqu'un sur le point de commettre plusieurs crimes. Le son de chaussures en cuir chair sur de vieux planchers en bois a annoncé l'arrivée de Renaud. Il est entré seul. Son arrogance l'avait convaincu que la situation était entièrement sous son contrôle. Où sont-ils? La voix de Renaud a résonné dans l'espace sacré, froide et professionnel. Dans la pièce du fond, monsieur. Tous les trois, Laurent, Adrien et votre fille. Ils sont attachés et attendent vos instructions. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment de vérité. Renaud s'est avancé plus profondément dans l'église, c'est pas confiant. Bien. Maintenant, écoutez attentivement car je veux que cela soit fait exactement comme il faut. Le père et le fils doivent disparaître définitivement. Faites en sorte qu'on croie qu'ils ont fui la ville après avoir réalisé qu'ils étaient dépassés. Un accident de voiture sur une autoroute isolée serait parfait. Le matériel d'enregistrement a capturé chaque mot glaçant. Et ma fille, a continué Renaud, sa voix dépourvue de toute émotion paternelle. Mélanie a prouvé qu'on ne peut pas lui faire confiance en matière de loyauté familiale. Elle devra être éduquée sur les conséquences de la trahison. Peut-être un accident tragique pour elle aussi, quelque chose qui ressemble à une tentative d'aider la famille de son petit ami à s'échapper. Julien a parfaitement joué son rôle, hochant la tête et demandant des éclaircissements sur des détails qui me retournaient l'estomac. Renaud parlait de notre élimination comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises, calculateur, méthodique, absolument sans conscience. Le plus important, a dit Renaud en se rapprochant de l'endroit où nous étions cachés, c'est que rien ne puisse être retracé jusqu'à moi ou à mon organisation. J'ai bâti ma réputation sur le fait d'être au-dessus de tout soupçon, et je ne la laisserai pas détruire par un inventeur inconnu et sa famille pathétique. Il a fait une pause, inspectant l'église avec satisfaction. Une fois que ce sera réglé, j'aurai le contrôle total sur cette technologie de stockage d'énergie. Les brevets seront transférés à mon entreprise, les profits seront à moi, et personne ne saura jamais comment je les ai acquis. Julien s'est éclairci la gorge nerveusement. Et le nettoyage, monsieur, assurez-vous qu'il ne reste rien qui puisse être retracé jusqu'à moi. Les portes de l'église se sont ouvertes en grand juste au moment où Renaud terminait ses instructions glaçantes, inondant le sanctuaire de lumière vive et du son des véhicules officiels qui arrivaient à l'extérieur. Des agents de la police judiciaire en tenue tactique ont envahi toutes les entrées, leurs armes dégainées et leurs badges brillants sous l'illumination soudaine. Police judiciaire, personne ne bouge. Renaud s'est retourné, son visage passant d'une confiance froide à un choc absolu en une fraction de seconde. Pour la première fois depuis que je le connaissais, l'homme qui contrôlait la moitié de Valmont avait l'air vraiment effrayé. Que signifie tout cela? A-t-il exigé, mais sa voix s'est légèrement brisée. Je suis ici pour un service de prière privée. L'agent Dubois, l'enquêtrice principale, s'est avancé avec un enregistreur à la main. M. Renaud Blanchard, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, extorsion et association de malfaiteurs. 1, 2, 3, 4, 5 Tout ce que vous venez de dire a été enregistré et sera utilisé comme preuve. C'est à ce moment-là que Grégoire, Adrien et moi sommes sortis de la sacristie, suivis par une équipe de journalistes qui attendaient à l'extérieur. Les yeux de Renaud se sont écarquillés alors qu'il réalisait toute l'étendue de la manière dont il avait été complètement déjoué. Vous, a-t-il sifflé en me pointant du doigt d'un doigt tremblant. C'est un coup monté. C'est illégal. Mes avocats feront rejeter tout ça avant. En fait, a interrompu l'agent Dubois, il s'agit d'une enquête citoyenne qui a découvert des preuves d'une conspiration criminelle en cours. Chaque enregistrement a été fait avec le consentement des participants volontaires. Julien s'est avancé, enlevant le micro qu'il portait. Y compris moi, M. Blanchard. Je coopère avec les autorités depuis 6 heures. Le regard de trahison sur le visage de Renaud aurait pu être satisfaisant s'il n'avait pas été si pathétique. Cet homme, qui avait détruit des familles et éliminé quiconque se mettait sur son chemin, faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Mélanie, a-t-il crié désespérément alors que sa fille entrait dans l'église flanquée d'autres agents. Dis-leur que tout cela est un malentendu. Parle-leur de la loyauté familiale. Mélanie s'est approchée de son père, la colonne vertébrale droite et la voix ferme. La loyauté familiale va dans les deux sens,
papa. Je ne pouvais pas te laisser blesser d'autres familles innocentes. Je ne pouvais pas rester silencieuse pendant que tu détruisais la vie des gens pour de l'argent. Espèce d'ingrate. A commencé Renaud, mais l'agent Dubois l'a interrompu. Monsieur Blanchard, vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère de l'utiliser. Alors que les menottes se refermaient autour des poignets de Renaud, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules que je n'avais même pas réalisé que je portais. Cet homme qui avait semblé si puissant, si intouchable, ressemblait maintenant à ce qu'il était vraiment. Un criminel qui avait finalement épuisé les gens à intimider. Ce n'est pas fini, a sifflé Renaud alors que les agents commençaient à l'emmener. J'ai des relations que vous ne pouvez pas imaginer. Des juges, des politiciens, des gens qui me doivent des faveurs. Je serai dehors dans une semaine, et quand je le serai, vous regretterez le jour où vous avez décidé de me contrarier. Mais ces menaces sonnaient creux maintenant. Le bluff désespéré d'un homme qui savait que son empire s'effondrait. Adrien a passé son bras autour de Mélanie, qui pleurait doucement. Pas de tristesse, mais de soulagement. C'est fini, lui a-t-il murmuré. Tu as fait ce qu'il fallait. L'agent Dubois s'est approché de nous alors que le dernier équipement était en train d'être emballé. Nous aurons besoin de déclarations complètes de vous tous, mais je veux que vous sachiez que cette enquête va découvrir bien plus que de simples menaces contre votre famille. Les preuves que vous avez fournies vont nous aider à résoudre des affaires remontant à 15 ans. Alors que nous regardions la voiture de Renaud disparaître dans la nuit, les gyrophares rouges et bleus clignotant, j'ai pensé à Sophie et à ce qu'elle aurait dit de ce moment. Elle a toujours cru que les bonnes personnes travaillant ensemble pouvaient surmonter n'importe quel mal. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez commencé. La voix de Renaud a résonné depuis la voiture de police. Ça ne finira pas ici, mais c'était déjà fini. Justice avait été rendue. 6 mois plus tard, j'étais assis au tribunal de Valmont, regardant la justice clore enfin ses livres sur Renaud Blanchard. L'homme qui avait autrefois semblé intouchable se tenait en combinaison de prison orange alors que la juge Patricia Fournier prononçait sa sentence. Réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour complot en vue de commettre un meurtre, plus 30 années supplémentaires pour extorsion, association de malfaiteurs et entreprise criminelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Le coup de marteau du juge a résonné dans la salle d'audience bondée, et j'ai senti la présence de Sophie à côté de moi, comme si elle hochait la tête en signe d'approbation depuis l'endroit où vont les bonnes âmes quand leur travail sur Terre est terminé. Adrien m'a serré la main depuis le siège à côté de moi. Ses ecchymoses avaient depuis longtemps guéri, mais plus important encore, la peur dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant. Une joie pure. C'est vraiment fini, papa, a-t-il murmuré. 3 semaines plus tard, je me tenais dans le jardin de notre maison de la rue Franklin, regardant Adrien ajuster sa cravate pour la 3e fois. L'après-midi d'octobre était frais et doré, avec la même lumière d'automne qui avait été témoin de nos heures les plus sombres, bénissant maintenant notre moment le plus lumineux. Tu es nerveux, mon fils? Terrifié, a-t-il admis avec un sourire, mais le bon genre de terrifié. Mélanie est apparue à la porte, portant la robe de mariée de Sophie, que nous avions soigneusement retouchée pour lui aller. Elle était radieuse, mais plus que ça, elle avait l'air libre. Libre de l'ombre des crimes de son père, libre de choisir l'amour plutôt que l'argent, libre de construire le genre de famille dont elle avait toujours rêvé. Grégoire l'a conduite jusqu'à l'hôtel dans notre jardin, passant devant le même garage où Adrien avait construit son premier robot, où il avait développé le système d'énergie renouvelable qui nous avait presque tout coûté, mais qui nous avait finalement tous sauvés. La technologie avait été brevetée avec succès et vendue à Énergie Verte de la Vallée pour une somme qui assurerait l'avenir d'Adrien et de Mélanie pour des générations. Mais plus que l'argent, c'était la connaissance que son invention aiderait à alimenter les foyers français avec une énergie propre et durable qui faisait briller les yeux d'Adrien de fierté. Le curé de Sainte-Marie, la même église où nous avions piégé Renaud, a célébré la cérémonie. Quand Adrien et Mélanie ont échangé leurs vœux, promettant de s'aimer à travers tous les défis que la vie pourrait leur apporter, j'ai pensé au chemin qui nous avait menés à ce moment. Nous avions commencé en tant que victimes, effrayés et dépassés par des forces hors de notre contrôle. Mais nous avions découvert quelque chose que Renaud Blanchard n'avait jamais compris. Que des gens ordinaires, unis par l'amour et la détermination, possèdent un pouvoir qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Je promets d'être à tes côtés, a dit Mélanie, sa voix claire et forte. De choisir le courage plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité, et l'amour par-dessus tout. La réponse d'Adrien m'a mis les larmes aux yeux.
Je promets de construire notre avenir ensemble, de créer quelque chose de beau à partir de n'importe quel matériau que la vie nous donne, tout comme mon père me l'a appris, tout comme son père le lui a appris. Après la cérémonie, alors que les voisins et les amis célébraient dans notre modeste jardin, je me suis retrouvé près du rosier de Sophie, pensant aux leçons que cette expérience nous avait enseignées. Frédéric et Julien avaient tous deux bénéficié de peines réduites en échange de leur coopération, et tous deux s'efforçaient de reconstruire leur vie. Même dans les circonstances les plus sombres, la conscience pouvait encore s'éveiller, et la rédemption était toujours possible. Alors que le soleil se couchait sur Valmont, Adrien et Mélanie ont coupé leur gâteau de mariage. Une simple création au chocolat de la boulangerie Durand en centre-ville, le même endroit où Sophie achetait mes gâteaux d'anniversaire. Rien d'extraordinaire, rien de cher, mais fait avec amour par des gens qui se souciaient de leur communauté. « Papa », a dit Adrien en me prenant à part alors que la soirée se terminait, Mélanie et moi avons une nouvelle. Nous attendons un bébé pour le printemps. J'ai senti mon cœur se gonfler d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis le jour de la naissance d'Adrien. Une nouvelle génération, un nouveau départ, une chance de transmettre les valeurs qui avaient porté notre famille à travers ces heures les plus sombres. Cette nuit-là, alors que j'étais assis sur le porche, regardant les étoiles apparaître au-dessus de notre rue tranquille, j'ai murmuré une prière de gratitude à Sophie, à mon père, et à n'importe quelle force de l'univers qui assure que l'amour triomphe finalement de la haine, que la justice finit par l'emporter sur la corruption, et que l'espoir trouve toujours un moyen de fleurir, même dans le sol le plus dur. En repensant à tout ce qui est arrivé à notre famille, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de protéger l'invention d'Adrien ou de tenir tête à un homme puissant. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. La lutte éternelle entre le bien et le mal, entre ceux qui utilisent leur pouvoir pour élever les autres et ceux qui l'utilisent pour les détruire. Dieu agit de manière mystérieuse, et je crois qu'il a placé chaque personne sur notre chemin pour une raison. Frédéric et Julien ont retrouvé leur conscience au moment le plus important. Mélanie a choisi l'amour plutôt que le luxe. Même les anciens contacts de Grégoire dans la police sont devenus des instruments de justice quand nous en avons eu le plus besoin. Le Seigneur nous enseigne qu'aucune arme formée contre les justes ne prospérera. Et notre histoire le prouve. Quand Renaud pensait avoir tout le pouvoir, quand il croyait que l'argent et les relations le rendaient intouchable, Dieu préparait déjà sa chute à travers les personnes même qu'il pensait contrôler. S'il y a une leçon que je veux transmettre de cette histoire, c'est celle-ci. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vos rêves n'ont pas d'importance à cause de vos origines. L'invention d'Adrien n'est pas devenue précieuse parce qu'un homme riche la voulait. Elle a toujours été précieuse parce qu'elle venait d'un bon cœur et d'un esprit brillant. Cette histoire vraie a appris à notre famille que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils sont unis. Nous avons appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Plus important encore, nous avons découvert que l'amour et la détermination peuvent surmonter n'importe quel obstacle, aussi puissant que vos ennemis puissent paraître. Parfois, les histoires les plus importantes ne parlent pas de contes de fées ou de héros lointains. Elles parlent de vraies familles qui refusent d'abandonner quand tout semble sans espoir. Notre histoire vraie montre qu'avec la foi, la famille et des principes inébranlables, même le plus petit David peut vaincre le plus puissant Goliath. Alors que je regarde Adrien et Mélanie élever leurs enfants, leur enseignant les mêmes valeurs que Sophie et moi avons essayé d'inculquer, je me souviens que chaque génération fait face à ses propres batailles entre le bien et le mal. Mais avec la direction de Dieu et l'amour de la famille, le bien trouvera toujours un moyen de triompher. Qu'avez-vous pensé du parcours de notre famille? Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais entendre vos propres histoires sur la défense de ce qui compte. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que l'espoir et la justice existent encore dans ce monde.